De notre côté, on a deux questions. Avant de passer aux questions-réponses, on a deux questions particulières qui a trait à l'actualité. On aimerait poser aux conférenciers. La première porte sur ce qui s'est passé il y a une semaine en Russie. Donc ce qui a, dans tous les cas, du moins été présenté comme une tentative de putsch de la milice Wagner contre le Kremlin. On aimerait beaucoup vous entendre sur ce sujet. Ah, c'est un micro, ça aussi. D'accord. Alors, on ne va pas revenir dans le détail de ce qui s'est passé, mais ce que j'aimerais faire, c'est parler des deux théories avancées à la fois par les médias anti-russes et certains commentateurs que j'appellerais toutologues apparemment pro-russes. Alors il y a eu d'un côté les grands médias qui disaient que le pouvoir de Poutine allait vaciller parce que Prigojine, donc le cofondateur de Wagner, avait décidé de faire un coup d'État. Et l'autre théorie de certains soi-disant pro-russes, c'était de dire que c'était une maskirovka, donc une manipulation orchestrée par l'État russe lui-même. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Prigojine n'est pas un militaire. Il n'a pas de légitimité politique pour faire un coup d'État. Il n'avait pas l'intention de faire un coup d'État. Il ne s'est jamais attaqué à Vladimir Poutine lui-même. Mais visiblement, ce qu'il voulait, bon, il se plaignait depuis un certain nombre de mois, ce qu'il voulait, c'était la tête de Sergueï Shoïgu, donc le ministre de la Défense, et la tête de Gerasimov, le chef d'état-major. Et pour obtenir leur tête, il a fait monter les enchères en menaçant, il a pris Rostov-sur-le-Don, soi-disant, donc il aurait pris le contrôle du QG qui dirige les opérations en Ukraine, puis il s'est dirigé vers Moscou en disant qu'il arrêterait tout sur son passage, etc. Pourquoi je pense que ce n'est pas une manipulation? D'abord parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu entre 15 et 20 militaires russes qui sont morts. D'après ce que j'ai lu, il y a 6 hélicoptères qui ont été abattus par Wagner et un avion russe, donc de l'armée russe, qui a été aussi abattu par Wagner. Je vois mal le pouvoir politique russe sacrifier 6 hélicoptères, un avion et entre 15 et 20 militaires pour obtenir je ne sais quoi. Parce qu'en fait, si c'est une manipulation, c'est pour obtenir quelque chose. Alors, on nous dit que ce serait pour placer Wagner sur le territoire biélorusse pour pouvoir attaquer Kiev. Ça ne tient pas la route, dans le sens où apparemment, je me suis renseigné, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a simplement une centaine de combattants de Wagner qui ont accompagné Prigojine en Biélorussie. Si le pouvoir russe avait voulu déplacer Wagner sur le territoire biélorusse, il n'aurait pas eu besoin de cette pseudo-maskirovka, il aurait simplement déplacé Wagner en Biélorussie pour attaquer Kiev. Et ensuite, la Biélorussie ne veut pas s'engager directement dans cette guerre, à moins d'y être contrainte. Or, une attaque de Wagner ou une attaque de l'armée russe sur Kiev partant de Biélorussie impliquerait directement la Biélorussie dans la guerre. Donc la Biélorussie aurait été attaquée par les forces otano-kieviennes. Bref, on ne va pas revenir ici dans tous les détails. Mais ce qui est intéressant, pour essayer de dire autre chose que ce qui a déjà été dit sur le sujet, c'est que Prigojine est un homme d'affaires, ancien voyou, qui avait été condamné à de la prison en 1981, à je crois 12 ans de prison ferme. Il est ressorti en 1991. En sortant de prison en 1991, il crée un fast-food, il vend des hot dogs, puis une chaîne de fast-food.
puis un restaurant de luxe, et c'est là qu'il fait la connaissance de Vladimir Poutine, qui se rapproche de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai que, comme l'avait dit Xavier Moreau, Prigojine est véritablement un homme des années 90, dans le sens où il a fait partie de ces gens qui se sont enrichis durant une période de chaos économique en Russie, et qui ont participé de cette collusion entre le monde des affaires et le monde de la politique. Et Vladimir Poutine est quand même issu de ce monde-là et de cette période-là. Il a fait le nettoyage, une partie du nettoyage dans ce qu'on appelle les oligarques russes, mais reste lié quand même à un certain nombre de personnages, et Wagner en fait partie. Et je pense que ça traduit un problème fondamental qui est en passe d'être réglé, et la façon dont a réglé ça Vladimir Poutine est, je pense, significatif. C'est-à-dire que ça a pris une tournure grave et dangereuse parce que cet homme d'affaires proche de Vladimir Poutine se retrouve à la tête de la milice privée la plus puissante au monde et acquiert une sorte de prestige grâce à ses faits d'armes, à sa réussite sur le terrain, et a voulu utiliser ce prestige contre l'État russe, en fait, en essayant de faire tomber les têtes qui sont à la tête de l'appareil militaire. Et je pense que Vladimir Poutine devait se sentir très mal à l'aise, puisqu'en fait c'est quelqu'un, Prigojine c'est un ami à lui, un homme d'affaires, riche, je ne sais pas à quelle hauteur, je ne sais pas si c'est un milliardaire, peu importe, mais qui utilise sa richesse, son lien de proximité avec Vladimir Poutine pour obtenir des têtes et obtenir des avantages, comme dans un système féodal. Et en fait, on s'est retrouvé dans dans la confrontation en Russie entre des intérêts privés et des intérêts publics. Et en fait, Vladimir Poutine a été, en tant que chef d'État, a été obligé de trancher, bien sûr, en la faveur de l'intérêt de l'État public, mais ça montre aussi cette opposition entre le ministre de la Défense, le chef d'état-major, et cet homme d'affaires qui n'est pas un militaire et qui n'est pas un stratège. Cela traduit une opposition, je pense, fondamentale en Russie, peut-être que Pierre-Antoine en parlera, à des libéraux, des hommes d'affaires, là dans le cas de Prigojine avec un ego démesuré, qui défendent des intérêts privés, et des hommes comme Sergueï Shoïgu, liés à l'État, liés à l'armée, fondamentalement patriotes, et qui, d'une certaine façon, ont exercé peut-être une pression sur Poutine pour obtenir l'évincement de Prigojine. Parce que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, visiblement, Sergueï Shoïgu refusait il donnait suffisamment d'armes et de munitions à Prigojine pour atteindre des objectifs fixés par le ministère de la Défense. Or, lui, il en demandait plus. Et apparemment, il faisait du stock. Il stockait des armes. Et d'une certaine façon, il l'a bridé. Et là, il y a une décision qui a été prise. Alors certainement, c'est le ministère de la Défense qui l'a proposé et Poutine qui a accepté, c'est d'intégrer Wagner à l'armée russe. C'est-à-dire évincer Prigojine et récupérer cette organisation privée et l'intégrer à l'État, et donc à la puissance publique de l'État russe. Et la réaction de Prigojine, alors ça a déjà été expliqué, la réaction de Prigojine trouve sa cause là, c'est-à-dire le refus d'un homme d'affaires qui défend des intérêts privés de voir son énorme jouet, en tout cas en Ukraine, je ne parle pas du Proche-Orient et de l'Afrique, intégré à l'appareil d'État. Donc pour moi, cet épisode, ça a été véritablement la traduction d'une opposition entre l'État, c'est lié quand même à notre sujet, l'État et des intérêts privés. Et là, dans cet épisode, ceux qui ont gagné, ce sont les tenants de l'appareil d'État, c'est l'armée, tout comme ils avaient obtenu, et ça je l'avais pressenti à l'époque du début de la guerre
en Syrie à partir de 2015 en disant que les forces patriotiques en Russie allaient monter en puissance, avoir de plus en plus d'influence au fur et à mesure que les tensions géopolitiques s'aggravent, notamment en Syrie. Et c'est l'armée russe qui a voulu entrer en Syrie et rester en Syrie. Donc, si on compare la Russie au monde occidental, on va trouver des similitudes dans l'opposition entre des libéraux globalistes qui défendent des intérêts privés et des États qui défendent des intérêts publics. Mais dans le monde occidental, les forces globalistes de la finance, les libéraux, les intérêts privés ont totalement pris le contrôle des États. En Russie, Vladimir Poutine, qui est issu du KGB et de l'appareil d'État, a peu à peu restauré la souveraineté politique de l'État, mais visiblement, il reste des individus et des forces qui veulent continuer à influencer sur l'appareil d'État. Et cet épisode montre que l'appareil d'État russe, notamment l'armée russe, monte en puissance et est en train de récupérer ces territoires perdus. Voilà, donc voilà pourquoi je ne pense absolument pas que c'est une manipulation et que cette théorie ne tient pas la route. Je rejoins l'analyse de Youssef sur cette idée qu'effectivement c'est la confrontation entre un homme issu des années 90 et on pourrait dire un libéral armé pour le coup, donc ce qui est un modèle qui n'existe pas spécifiquement en Occident en fait, hein, et effectivement cette montée progressive, en fait la révolution conservatrice poutinienne, en quelque sorte, est une vraie révolution institutionnelle permanente. Et l'État, dans les années 90, était proche de s'effondrer. Ce sont justement les cercles conservateurs de cet État qui ont empêché qu'il soit complètement dissous dans le magma mondialiste. À l'époque, en 90, Soros avait écrit un livre qui s'appelait « Opening the Soviet System », où il décrivait ce qu'ils étaient en train de faire justement pour libéraliser la Russie et enfin s'emparer justement du Heartland que nous avons évoqué et posséder enfin cette région du monde. On pourrait dire, moi j'oppose ce qu'on appelle maintenant l'état profond à l'état stable. Voilà, la partie l'état stable qui a assuré la continuité historique de l'état russe à travers malgré le changement de code source idéologique. Il s'est passé la même chose à la révolution bolchevique. Les mondialistes pensaient que l'État allait s'effondrer complètement. Il ne s'est pas effondré complètement, il a été maintenu, il a changé d'idéologie. Mais il est resté sur les mêmes fondamentaux géopolitiques. Même chose dans les années 90. Et dans les années 90, il y avait aussi donc toute... on peut faire un parallèle aussi avec idéologique, avec Douguine, en quelque sorte. C'est-à-dire, à mesure que l'État se restaure, et la révolution poutinienne progressive, en quelque sorte, restaure l'État par palier, un peu à l'inverse de la société ouverte qui dissout l'État par palier, il la restaure par palier, et là ils vont être forcés en fait. Et Douguine a toujours, par exemple, expliqué ça, a toujours expliqué qu'à un moment donné, l'État serait obligé de réagir. Et de la même manière que Douguine était en quelque sorte dans un rapport un petit peu, on pourrait dire presque de mercenariat idéologique en quelque sorte. On le laissait dire des choses, mais en même temps, dès que son idéologie risquait de trop contaminer l'État, on le bloquait. Et puis on voit maintenant que le discours officiel se douguinise toujours plus. Eh bien là, on a un petit peu un processus inverse. Le groupe Wagner était utile dans cette époque de flou où l'État russe ne pouvait pas affirmer complètement sa position de rupture avec le mondialisme politique, et donc il devait maintenir un discours officiel, et puis, comme font tous les États, utiliser le mercenariat pour intervenir dans les sphères de l'étranger. Et maintenant, suite à la guerre, les choses se clarifient. L'État affirme toujours plus ouvertement sa rupture avec le système occidental, et donc finalement cette espèce de force
devient encombrante, d'autant plus qu'elle s'est dotée de moyens militaires et humains qui risquent de poser un problème de monopole de la violence légale. Et donc forcément, à un moment donné, il fallait mettre un terme à cela. Il y a aussi toujours eu, comme dans tous les pays où il y a... Il faut savoir qu'au départ, même comment a été fondé Wagner, c'est il y a beaucoup de, ce qu'a expliqué bien Xavier Moreau, beaucoup de volontaires qui partaient, de Russes qui partaient combattre d'eux-mêmes pour soutenir le Donbass. Et ils partaient, ils faisaient des levées de fonds, hein, et ils partaient combattre. Et donc il y avait une espèce un peu d'anarchie, et donc finalement l'homme d'affaires Prigojine a été très, très bon en quelque sorte pour un petit peu canaliser ça et réorganiser ça. Et c'est un petit peu ces bandes de lansquenets en quelque sorte ont été progressivement intégrées à cette structure. Et puis au bout d'un moment, il y a toujours ça aussi, Xavier Moreau en a bien parlé, mais il a raison, cette mythe un peu du corps franc, un petit peu, c'est-à-dire on intervient. Il y a aussi cette idée, je pense, chez certains combattants de Wagner, qui était Poutine c'est bien, mais ce qu'il a autour de lui, c'est corrompu, c'est bureaucratique, et c'est vrai, c'est souvent le cas dans tous les systèmes. Et donc cette idée, qui est souvent celle des anciens combattants quand ils reviennent du front, eh bien nous on revient et on va mettre les choses en place, puisque finalement même les objectifs apparemment étaient non pas forcément de démettre Poutine, mais de démettre ceux qui dirigent l'appareil militaire. C'était en tout cas ce qui était vendu aux Wagnériens qui ont adhéré au projet. Je pense que Prigojine avait d'autres projets, effectivement beaucoup plus terre à terre et matérialiste, et voire peut-être même en relation avec les services de renseignement étrangers. Ce qui se murmure aussi dans des sources israélo-américaines, c'est l'idée que une sorte de cinquième colonne libérale attendait en Russie que cette chose-là se produise, l'aurait facilité et finalement aurait aidé à la transition de régime. Bon, ça c'est peut-être un peu un vœu de ces milieux de renseignement parce que c'est pas forcément le cas, mais c'est possible. Et en tout cas, historiquement, dans l'histoire moderne, hein, on voit que ce genre de coup de force contribue généralement à renforcer le pouvoir central si on est dans une phase de stabilisation, en quelque sorte, de l'autorité centrale. C'est ce qui s'est passé avec le coup de force qu'avaient tenté les généraux pendant la guerre d'Algérie. C'est ce qui s'est passé pendant un coup similaire. C'est aussi, on en parle peu, mais la tentative de coup d'État menée par le comte Borghese en Italie, à l'époque, dans les années fin 60, je crois, ou 70, qui voulait faire un coup d'État fasciste, en fait, pour renverser le régime, qui, en fait, était possiblement appuyé même par les atlantistes, et finalement, la chose était trop mal menée, et elle s'est arrêtée. Mais pareil, des stocks d'armes avaient été volés, même des gens du Gladio avaient été en quelque sorte détournés pour ça. Donc il y avait une autre similarité aussi, le coup d'État en Turquie qui a été tenté contre Erdogan, où là pareil, les réseaux Gülen avaient été en quelque sorte, Erdogan les avait laissés croître, et puis à un moment donné, de l'étranger, ils ont été activés, et ça a permis à Erdogan de purger son système, avec à l'époque l'aide du renseignement russe, hein, qui lui avait donné la liste des colonels et autres qui voulaient changer de régime, ce qui a du coup infléchi la position de Erdogan en Syrie vis-à-vis de la Russie. Donc voilà, on n'a pas d'exemple dans l'histoire contemporaine. Le Venezuela Finalement, le Venezuela, en fait, le pouvoir est resté en place là aussi. Mais ils avaient tenté. Mais ils ont tenté, en fait, oui, ils le tenteront. Mais tant que vous avez un leader avec une autorité charismatique forte et un système, en fait, quand vous avez une majorité qui soutient le pouvoir central et qui, en fait, entre le chaos, entre une injustice peut-être actuelle et puis un chaos futur plus grand, la majorité qui n'est pas en première ligne sur le front, par exemple, choisira toujours la stabilité. Alors je pense que Prigojine misait sur cette espèce de sentiment qu'auraient un petit peu les milices patriotiques et les anciens combattants, et puis certains cercles politiques qui auraient vu d'un bon œil ce renversement, qui attendent des libéraux justement, qui attendent la fin de la révolution poutinienne.
Mais c'était un mauvais calcul. Après, il y a le côté aussi, peut-être aussi sanguin de la personnalité qui s'est dit, bon, maintenant, il faut y aller maintenant ou jamais. La fenêtre de tir qui se refermait pour réaliser ce projet. Donc voilà, effectivement, je pense et on est sur cette ligne-là où en fait le pouvoir, c'est ce qui est intéressant, c'est ça. Et tous les régimes, à un moment donné, sont confrontés à cette problématique-là. Tous les pays en guerre, on pourrait comparer ça, même Hitler a dû affronter ça à un moment donné avec les SA, qui devenaient une force problématique, qui avait aidé à faire la révolution nationale-socialiste, et puis qui ensuite était là, et bien il fallait en faire, il continuait à vouloir aller plus loin, et bien il a fallu s'en débarrasser. Bien, Poutine étant un homme d'État rationnel et d'un type réellement supérieur, avec un sens de l'État qui est quand même assez unique dans notre époque, a su négocier cette sortie de crise, et à mon avis, il en sortira renforcé. Et c'est ce que prévoyait... On est dans la phase qu'entrevoyaient Dugin et les conservateurs depuis longtemps, c'est-à-dire maintenant, l'État va devoir choisir, et même la société russe, c'est ce qu'a dit Dugin récemment, il a dit, en fait, maintenant on n'a plus le choix. Cet épisode, on ne peut pas le maquiller juste comme quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas d'impact. Il dit c'est le signe qu'on doit vraiment maintenant intégrer réellement la société dans notre révolution conservatrice. Parce que quand vous allez en Russie, vous voyez des pans entiers de sociétés qui sont modernes et libéraux et qui vivent la guerre comme quelque chose qui est presque loin d'eux. Et puis finalement, là, d'ailleurs, ça aussi, ça a rapproché les moscovites. D'un seul coup, se sont dit, tiens, là, c'est plus aux marches de l'Empire, là, c'est les colonnes qui arrivent chez nous. Donc d'un seul coup, là, ça a glacé un petit peu le sang de certains. Donc ça va peut-être pousser certains à participer à cette révolution conservatrice. Merci infiniment. Alors, avant de faire circuler le micro dans le public, une deuxième question qu'on aimerait poser à nos conférenciers, et qui s'éloigne, quoique, un petit peu du sujet. Oui. Question relative aux troubles qui traversent aujourd'hui la France. Donc les émeutes qu'on voit depuis 3-4 jours. C'est vrai que quand on voit les images, on pense à ce qui s'est passé en 2005, à la crise du CPE. On peut aussi penser à l'affaire Traoré, peut-être, ou à l'affaire Floyd aux États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir votre analyse à l'un et à l'autre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, on vient justement de réaliser un entretien un peu sur cette thématique, qu'on diffusera prochainement. Il faut toujours voir dans ce genre de séquence, en fait, comment sont utilisées les émeutes par le pouvoir profond en France, notamment depuis plusieurs décennies. Quand, dans les années 80, vous aviez les premières grosses émeutes de banlieue, vous aviez immédiatement SOS Racisme qui avait été créé, et vous aviez la récupération politique en mode Black Lives Matter, un petit peu hexagonal, on pourrait dire, de ce mouvement-là. Et vous aviez l'oligarchie qui avait récupéré ce mouvement, mais par un peu un mouvement dialectique, d'un côté la montée du Front National, de l'autre côté la montée de SOS Racisme, et puis entre-temps les vannes de l'immigration qui continuaient. Le Front National servait de répulsif, et puis SOS Racisme servait à canaliser, à capter le sentimentalisme pro-immigré. Et donc voilà, on est rentré dans cette dialectique. Si vous regardez en 2005 les émeutes que vous avez évoquées, eh bien là, ça a servi, ensuite ça a été récupéré sous un angle plus néoconservateur. D'ailleurs, c'est le virage, en gros, de l'idéologie dominante qui est passée après 2001 aux thématiques du choc des civilisations. Eh bien, à ce moment-là, en 2005, Sarkozy a pu surfer sur cette vague. C'est la fameuse sortie sur les racailles, tout ça, avec l'appui d'ailleurs d'une certaine droite, qui lui a un petit peu vendu un package politique pour qu'il puisse siphonner les voix du Front National. Et cette droite se disait, ça y est, là-dessus, on va enfin avoir notre candidat qui va restaurer justement l'État. Et puis on a eu un candidat atlantiste qui a utilisé ça pour, au contraire,
solder encore plus l'État et surtout nous mettre dans le giron atlantiste. Donc on avait cette séquence qui intervenait 2 ans après l'opposition du gouvernement Chirac-Villepin à la guerre du Golfe. Certains ont même pensé que parmi les incendiaires de 2005, il n'y avait peut-être pas que des gens spontanés, mais aussi des agents d'influence chargés de répandre ce chaos pour permettre ça. Je ne sais pas si ça va jusque-là, mais en tout cas, concrètement, ça a amené ensuite à l'élection d'un fantoche qui nous a amené encore plus dans le giron atlantiste. Et voilà. Donc cette séquence-là est dans la continuité, elle s'aggrave, puisque les conditions objectives s'aggravent. Je me rappelle avoir lu à l'époque des émeutes de 2005, 2 essais d'un philosophe suisse qui s'appelle Éric Werner, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'après-démocratie et un autre L'avant-guerre civile. Dans ces ouvrages, il expliquait comment le pouvoir dans la démocratie de marché ne pouvait plus se faire frontalement pour tenir sous son joug la population centrale, et en fait devait utiliser une forme de triangulation politique. Et en fait dans ce jeu-là, les racailles, le désordre contribuaient à ce que la masse centrale de la population se coalise toujours envers l'État, cet État dont a parlé Youssef, qui détruit, en fait, qui s'autodétruit en quelque sorte, vu qu'il est sous le contrôle de l'étranger. Et donc le problème se pose, c'est que finalement, dans toutes les conceptions traditionnelles, il y a une forme d'homologie entre le corps social et puis un corps humain. Et en quelque sorte, on peut voir que si la tête est pourrie, le corps sera pourri. La tête de l'État est maintenant tenue par des gens qui sont objectivement des agents de l'étranger, de ce que j'appelle le GOG, le gouvernement d'occupation globaliste. Ce sont des gens qui sont d'une nation occupée. Et ces gens-là, par étapes, mènent une révolution mondialiste, la révolution de l'anomie, comme disait Youssef. Et puis, forcément, eh bien maintenant, on a un corps social anomique. Et puis, on peut croiser plein de facteurs. Il y a aussi le fait que après 2 ans où se sont enchaînés les confinements et puis maintenant les difficultés économiques, les gens veulent se défouler. D'ailleurs, on voit que ce ne sont pas des révoltes politiques, ce sont des gens qui sont dans le consumérisme. Ils vont voler des voitures, ils vont faire des rodéos, faire des choses comme ça. Ils se défoulent, ils font tout ce qu'ils ont eu envie de faire, qu'ils n'ont pas pu faire à part dans les jeux vidéo. Donc ils le font maintenant en vrai. Mais ça n'est pas quelque chose de politique. Pour que ça devienne politique, il faut effectivement déjà une première phase, la traorisation de ce mouvement. Donc ça, c'est comme ce qu'on a eu aux États-Unis avec le Black Lives Matter, la même chose. Mais pour qu'un mouvement, certains parlent de guerre civile, je ne sais pas si c'est peut-être pire qu'une guerre civile, parce qu'une guerre civile, là, on a des fronts identifiés, on a une espèce de magma, de sorte de chaos ethnique, post-national, qui va être en ébullition comme ça, périodique. Et en fait, pour que ça devienne une guerre civile, il faudrait qu'il y ait une sorte de corps, de corps politique organisé en interne, de type léniniste, même avec une idéologie différente, mais qui serait organisé de manière un peu hiérarchique, avec des gens qui ont un cap qui veulent rejoindre, et qui soit alimenté de l'étranger. Voilà. Donc pour l'instant, je pense qu'on va avoir ça avec, effectivement, les Black Lives Matter sont un bon exemple. J'ai fait toute une étude pour Stratégica sur ce thème-là, au moment des émeutes Black Lives Matter, les mêmes choses, voilà. Et en fait, la moindre étincelle peut faire prendre le feu aux poudres dans ce magma-là, qui peut s'enflammer à tout moment. Et c'est régulièrement, effectivement, une bavure policière qui va provoquer ça, et ensuite, le feu prend, mais pour que l'incendie se transforme, que le feu de brousse devienne vraiment un incendie durable, il faut des moyens. Le mouvement Black Lives Matter, vous avez par exemple des gens un peu l'équivalent des Traoré, mais aux États-Unis, avec un mélange aux États-Unis encore plus poussé que chez LFI ou des gens comme ça, vraiment de gens qui sont dans une idéologie néo-marxiste et qui attendent vraiment cette révolution un peu en mode indigène de la République, à la fois ethno-sociale en fait. Et ces gens-là, ils n'ont pas les moyens par eux-mêmes de faire grand-chose, mais par contre, ils peuvent alimenter par les caisses de Soros et d'autres fondations de ce type-là, et des caisses démocrates, ils peuvent être un agent
de désordre quand activable quand c'est nécessaire. C'est ce qui a été fait pour saboter la fin de la mandature de Trump. Et il y a aussi un aspect idéologique qui rejoint ce qu'exposait Youssef, ou ce que je montrais dans mon premier livre. C'est en fait, dans un point de vue conservateur intégral, l'anarchiste n'est qu'un libéral extrémiste, en fait. C'est la même idéologie, mais simplement, on veut jouir sans entrave ici et maintenant, et on veut accéder dès maintenant. Et finalement, l'anarchiste est un libéral qui n'a pas les moyens d'accéder au libéralisme, mais le fond idéologique est le même. Ça, tous les penseurs conservateurs intégraux, Carl Schmitt, Dostoïevski, on parlait de ça, Dostoïevski, à l'époque où il avait écrit Les possédés, les démons en russe, sur le terrorisme nihiliste en Russie, au XIXe siècle, il parlait très bien de ça. Il disait finalement ce sont des libéraux extrêmes. Donc il y a même continuité idéologique, et c'est normal que finalement tout ce qui est... C'est le même mondialisme à des degrés différents, et c'est logique que les financiers libéraux financent les globalistes de terrain, même inconscients, que sont les anarcho-agitateurs. Et là, en plus, avec cet élément, je vous dis, vraiment là, on n'est même plus... C'est même pas des révoltes du tiers-État, là c'est le 4e État, comme disait Jules Evola. On est dans quelque chose de hors même de la forme traditionnelle d'une société. Voilà. Donc, et il va falloir gérer ça maintenant. Et ce qui peut permettre de sortir de ça, c'est ce qu'expliquait Youssef, et moi je suis sur cette ligne-là depuis toujours, c'est la restauration d'un État, un État organique. Et là on est dans un processus de désordre. Est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir globaliste a une seule idée en tête, comme il disait, c'est une hégémonie. Donc l'hégémonie, c'est l'inverse d'un empire. L'empire organise, construit. L'hégémonie maintient des pôles de domination. Donc c'est de maintenir la puissance européenne, française, sous domination. Et donc voilà. Et pour ce faire, ils vont utiliser toute la gamme de moyens possibles, et d'empêcher ce que Vilfredo Pareto appelait la circulation des élites. Est-ce que des élites conservatrices finiront par émerger et par remettre l'État en place? Je pense qu'à terme, c'est une sorte de fatalité historique, sinon c'est sinon c'est... Mais même quand on voit même l'Amérique du Sud, il finit toujours par émerger des formes politiques qui correspondent à l'époque, et qui reviennent mettre de l'ordre, et qui viennent faire cesser l'anomie. Voilà, donc ça finira forcément par émerger. Le tout, c'est de se tenir prêt. Nous, notre rôle en tant qu'analystes, c'est de fournir des outils pour ça. Et puis, si un jour un État réellement conservateur se met en place, de faire... C'est pour ça que certains critiquent Dugin, mais Dugin est admirable en ce sens qu'il a toujours tenu une ligne qui est celle d'avoir une analyse radicale, et en même temps d'essayer d'influencer le pouvoir, et même de travailler avec lui si ce pouvoir va dans ce sens. Si un jour une restauration nationale a lieu en France, eh bien c'est ce que nous ferons à notre échelle. Et en attendant, pour le concret, pour les gens qui nous écoutent, eh bien, il faut garder son sang-froid, être dans une perspective de survivalisme politique intelligent, c'est-à-dire se tenir le plus possible à l'écart de ce genre de désordre, et construire les liens, voilà, comme ici, comme ce que vous faites avec Culture Populaire, des liens locaux qui permettront, si l'incendie prend encore plus, si on arrive dans une phase comme décrit Laurent Oberton, si on arrive à des phases-là, une forme de résilience populaire qui puisse avoir lieu, comme lors des manifestations anti-pass, comme lors des Gilets jaunes, voilà, la résistance populaire face à cet État qui a été usurpé, volé, et qui nous opprime, et qui fonctionne en tenaille. D'un côté, les forces du désordre, et de l'autre côté, les forces du désordre aussi. Youssef, vous disiez, je crois, dans un tweet, que quand ils ont voulu briser le mouvement Gilets jaunes, ils ont tabassé fort. Et là, on a l'impression qu'ils laissent un petit peu faire. À qui profite le crime en 2 minutes? Alors, en fait, dans le tweet, j'ai pris un extrait de mon livre où je parlais de ça. Je parlais du discours sur la guerre civile ethnico-religieuse qui est mis en fait qui est mis en fait en avant depuis le discours
sur la guerre civile ethnique qui est tenue par les politiques et les médias, la tendance néoconservatrice, notamment depuis le tournant sarkozyste, en fait depuis 2002, depuis que Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et ce que j'explique dans le livre, et ce que j'ai réexpliqué là par ce tweet, c'est que le discours sur la guerre civile ethnique et les émeutes qui ont été quand même déclenchées par Sarkozy en 2005 par des provocations sont un moyen à la fois de mettre la pression sur la population, comme la délinquance, etc., et un moyen aussi de ramener cette population dans le parti de l'ordre et de renforcer le pouvoir politique oligarchique qui a investi l'appareil d'État. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Et quand j'entends des gens de droite très naïfs qui disent « Ah, vite, vite, il faut instaurer l'état d'urgence ». Et l'état d'urgence, on est dedans depuis novembre 2015. De novembre 2015 au 31 juillet 2022, on a été dans l'état d'urgence, et peut-être là, ils vont restaurer l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est pas fait pour ramener le calme dans les banlieues. L'état d'urgence, c'est l'état d'exception. C'est l'état d'exception qui donne les pleins pouvoirs à ce pouvoir politique qui contrôle l'appareil d'État. Et l'état d'exception, l'état d'urgence, il n'est pas tourné vers les banlieues pour calmer les banlieues, il est tourné vers la population pour la contenir. Et autre chose, c'est que dans la séquence qu'on vit actuellement, ce que l'on voit, c'est ce que j'appelle une lutte des classes transversales, c'est-à-dire une opposition entre, d'un côté, les forces globalistes de la haute finance qui contrôlent l'appareil d'État et les forces qui travaillent, en fait, les forces économiques qui travaillent, productives, du bas au haut de la société, donc qui sont dans l'économie réelle et qui sont entrés en révolte à partir de 2013, les bonnets rouges, puis les gilets jaunes, puis les manifestations contre le pass sanitaire, puis le convoi de la liberté, puis les manifestations contre les retraites. Et à chacune de ces manifestations, on a vu la police frapper fort. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'ils tapent les manifestants et pas les mecs de banlieue? Pour une raison simple, c'est que on n'est pas dans un état de droit, on est dans un système où la police est utilisée comme une milice privée pour défendre les intérêts privés qui contrôlent l'appareil d'État. Donc en fait, on est dans une guerre privée actuellement. Donc en fait, les délinquants de banlieue, à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils ont entre 15 et 20 ans, aucune formation politique, ils savent à peine écrire et lire, et ça ne concerne pas que les mecs de banlieue, parce que le niveau baisse dans toutes les catégories, c'est qu'ils sont les supplétifs de la police, qui est une milice privée. C'est-à-dire qu'effectivement, Pérandon parlait de tenaille. D'un côté, vous avez la délinquance, les zones de non-droit, etc., qui mettent la pression sur la population, et de l'autre côté, vous avez la police qui vient et qui vous remet votre muselière, qui vous tape dessus quand vous manifestez, etc. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les droitards, je n'ai pas besoin de donner les noms, vous allez tous les reconnaître, disent, comme par exemple Zemmour, quand la police a tapé sur les manifestants contre la réforme de la retraite, il a parlé de la violence légitime de l'État. Il dit qu'il n'y a pas de violence policière puisque c'est l'exercice de la violence légitime de l'État. Or, non, la violence légitime de l'État s'exerce dans l'État de droit, et dans l'État de droit, c'est la loi qui s'applique à tous. Cette violence est utilisée pour protéger la population de dangers intérieurs et extérieurs. Mais dans cette situation, on est, comme je l'ai dit, dans l'utilisation de la police qui défend des intérêts privés. Bon, bref, je pourrais encore développer longtemps, mais on a fait 2 interviews sur le sujet, donc et il y a un livre là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre, on va dire, un quart d'heure pour 3-4 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, monsieur? Vous avez l'air pressé. Non, pressé, non. Questions. Oui, question. Bonsoir messieurs, merci d'avoir le courage de dire ce que vous dites. Précisément, j'aimerais revenir sur l'intervention de M. Indy et vous remercier déjà de soulever la dimension religieuse de la chose. Comme le disait le ministre de la Culture de Gaulle, M. Malraux, voilà, M. Malraux, qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je pense qu'effectivement, lorsque vous souleviez tout à l'heure la question de la solution, lorsque vous parliez de la réforme essentielle des États,
je pense qu'il y a une autre dimension qui manque. C'est la réforme des individus. La réforme des individus au sens où je pense que nous devons faire le procès à la fois sur un plan individuel et collectif de l'humanisme. L'humanisme est quelque chose dont on nous bassine du berceau à la tombe et qui a consisté pour l'homme à se détourner, à peu près à la Renaissance, à se détourner de la préoccupation de Dieu pour se préoccuper de lui-même et de son nombril. On ne peut pas considérer que ce détournement a été sans conséquence. Et j'aimerais simplement terminer par ce propos. Si on se réfère au testament de Saint-Rémy, pardon, au sermon de Saint-Rémy, l'évêque Saint-Rémy, qui a couronné donc Clovis, il faut se référer à ce sermon dans lequel effectivement Saint-Rémy évoque la mission de la France et évoque surtout les conséquences si la France et les Français déméritent de la mission. Je pense qu'à partir de l'humanisme et tout ce qui a suivi derrière, la France et les Français ont démérité. Je pense qu'on en paye le prix aujourd'hui. C'était une conférence de monsieur Polo Bleu. Mais c'est une question aussi pour avoir le sentiment de monsieur Indy aussi. Oui, alors justement à la fin du livre, j'aborde cette question-là parce que j'explique fondamentalement le problème, c'est le vide religieux, c'est l'effondrement religieux. En fait, l'effondrement religieux a entraîné des conséquences politiques en cascade, des conséquences sociologiques, et fondamentalement, on ne peut pas organiser de révolution ou de porter un projet politique s'il n'y a pas un projet religieux qui le sous-tend, ou on va dire idéologique. Donc fondamentalement, c'est cela. Et quand on a vu ce qui s'est passé, que ce soit les Gilets jaunes ou les manifestations contre le pass sanitaire, etc., c'est pas seulement des mouvements motivés par des revenus trop bas ou pour la liberté, etc. Il y a véritablement une volonté de communion, de se rassembler. Or, le mouvement, vous avez parlé de l'humanisme en 1789, etc., ça a été fondamentalement la destruction de l'Église, la destruction de l'ecclésia, de la religion et de ce qui reliait la population, et ça a conduit à son atomisation. Et tous les mouvements de révolte, ils ont en commun, ceux de ces dernières années, une volonté de réunion, de coagulation. Et c'est vrai que pour coaguler, il faut, dans un contexte de révolte, de révolution, désigner un ennemi commun. Ça, c'est vrai que c'est fondamental. Mais il faut plus que cela, il faut un projet politico-religieux. Au fondement de tous ces problèmes sociologiques, politiques, etc., on a le politico-religieux. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Et c'est ce que j'essaye de t'expliquer modestement dans cet ouvrage. Alors vous parliez d'échec de l'humanisme, de dépassement nécessaire de l'humanisme, mais en fait, ces gens-là ont déjà prévu ça. C'est le transhumanisme. Donc en fait, parce que effectivement, le fond du problème est de nature religieuse, parce que c'est ce que je commençais à évoquer dans mon précédent livre, l'idéologie transhumaniste, c'est l'idéologie de l'homme-dieu. Le christianisme traditionnel, c'est la conception du Dieu-homme. Du moment qu'on a remplacé cela en Occident, et bien on a changé le code source de l'Occident, et en fait maintenant la transcendance qui était autrefois un horizon d'attente pour les populations chrétiennes, remplacée par une forme d'immanence, de transcendance immanente qui est par le salut, par la technoscience. Les rêves fous des transhumanistes qui nous disent, comme Laurent Alexandre, le vaccinateur fou, qui nous dit « l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà parmi nous ». Bon, ce genre de promesses complètement absurdes. Et évidemment, c'est pas pour tout le monde, ce sera pour une élite. Les autres seront, comme dans le meilleur des mondes, des gens qui, eux, vivront des vies d'hommes-bêtes, mais les hommes-dieux, eux, vivront peut-être 1000 ans, mais qu'est-ce que c'est que 1000 ans d'une vie terrestre et matérielle? Ça n'est rien à côté de la promesse du christianisme. Et on peut voir là ce qui se passe dans le jeu actuel. Par exemple, si vous regardez là une séquence plus que significative récemment, pour la Pentecôte, que les orthodoxes appellent aussi la fête de la Trinité, l'icône de la Trinité d'Andrei Roublev, qui était dans un musée de Moscou, a été
transportés dans l'église du Christ Sauveur à Moscou. Dans le même temps, à l'inverse, les autorités de Kiev, otano-kieviennes, qui sont censées, dans l'esprit bandériste, combattre les hordes tatars, eh bien, eux, confisquent les biens, expulsent les prêtres qui sont fidèles au patriarcat de Moscou, confisquent les biens de l'église, les mettent dans des musées, justement. Donc on a vraiment un mouvement dans deux sens opposés. Et il est clair, et en ce sens, là aussi, souvent c'est mal compris, je pense que vous avez parlé de mission de la France, je pense que la France a vraiment mission du pôle catholique de la romanité. La Russie a la mission du pôle orthodoxe de la romanité. Il faut savoir que pour les orthodoxes, l'Empire romain a duré jusqu'à la chute de Constantinople, période où l'humanisme commence à triompher, période où le Nouveau Monde commence, l'Occident va vers le Nouveau Monde. Et donc, si on rassemble ces deux pièces disjointes, en quelque sorte, de la romanité intégrale, eh bien là, on peut faire pièce, en quelque sorte, au projet mondialiste. Le cardinal Newman, au XIXe siècle, dans ses homélies sur l'Antéchrist, a expliqué que l'Antéchrist, en quelque sorte, reconstituera une sorte de singerie de l'Empire romain à l'échelle occidentale. Et c'est en quelque sorte ce que veulent faire, ce qui est fait avec l'Union européenne, le drapeau de l'Union européenne, qui est censé être la couronne mariale, mais qui en fait est aussi les couleurs que revêtait le Saint-Empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Eh bien, tout ça, c'est une sorte d'empire romain, zombie en quelque sorte, on pourrait dire. Et donc, ils prennent ces formes-là, ils les détournent, et en quelque sorte, l'antéchrist, si on veut, c'est ça, c'est le roi de l'anomie, c'est le roi du désordre, c'est le seigneur du désordre. Et là, on a cet affrontement qui en fait est pluriséculaire entre la romanité et les États issus de la romanité. Et nous, en Occident, nous avons souvent une vision qui est forcément liée au catholicisme. Mais si on se place dans la perspective orthodoxe, malgré le schisme, on voit que les États Constantinople, c'est toujours appelé romaine. Le terme romaïoi, utilisé pour désigner les Byzantins par les populations turques, veut dire romain. Donc les Byzantins s'appelaient eux-mêmes romaïoi, des romains. Et pour eux, donc, l'Empire romain a duré jusqu'à la chute de Constantinople, et donc forcément, la Russie est l'héritière de cet Empire romain, d'où le mythe de la troisième Rome. Eh bien, il faut, pour nous, je pense, pour nous Français, il nous faut un mythe de la romanité intégrale, et d'une romanité, d'un christianisme politique qui inclut ces dimensions, ces deux têtes de la romanité. Tous les empires traditionnels, le symbole, c'est l'aigle bicéphale, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire byzantin, la troisième Rome, c'est le même symbole, et bien, voilà, vers l'Occident et vers l'Orient, face au mondialisme et au cosmopolitisme, qui en fait est une singerie de l'Empire promis aux chrétiens et du catéchone. Monseigneur, ça marche pas? C'est bon là? Oh là, oui, trop bon. Il nous reste 10 minutes, ouais. Il nous reste 10 minutes pour 4 ou 5 questions. Alors, questions concises et si possible, réponses concises. J'ai un monsieur ici, et puis s'il vous plaît, levez la main. Un là-bas, 2, bon, 3. Allez, on devrait être dans les temps. Merci. Ouais, je voudrais réagir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Pierre-Antoine, sur la défaite de l'Allemagne. En fait, on sait bien aujourd'hui que le nazisme a été financé par les banques Rothschild, Morgan, qu'au niveau industriel, IBM, Ford, etc., ont été très présents dans la construction et le support de la machine de guerre allemande. On sait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg, mais il y a eu énormément de nazis qui ont été repris à l'OMS, à l'ONU, à l'OTAN, à l'Union européenne, aux États-Unis. La question, finalement, là, dans les blocs que vous avez définis tout à l'heure, le bloc occidental, est-ce que c'est pas un bloc nazi? Alors, cette question est souvent abordée, et en fait, je pense qu'il est... On la prend un peu mal, parce qu'on mélange différentes approches. Il était logique de recycler des cadres qui ont été dans le nazisme, notamment les nazis étaient en pointe de tout ce qui était management, et il était en fait logique de les recycler pour un système qui veut être efficace.
Je parle du système libéral qui occupe l'Europe. Le club Bilderberg a été fondé aussi par des gens qui ont été, entre autres, en collusion avec le national-socialisme. Mais le problème, c'est effectivement, dès le départ, il y a eu des financements, même américains, et en fait, c'est logique. Ces gens-là financent. Si vous regardez par exemple, encore une fois, les discours de Churchill, à l'époque de l'arrivée du fascisme, Churchill se déclare vraiment mussolinien, pro-fasciste. Il dit bravo, vous sauvez la civilisation européenne du péril bolchevique. Et puis après, ça ne l'empêchera pas de s'allier avec Staline, qu'il appelait le camarade Staline, pour justement quand ce nazisme, combien même il a été financé à un moment donné par les anglo-américains, quand il commence à avoir des velléités, comme la Chine actuelle en quelque sorte, quand il commence à avoir des velléités de souveraineté et d'indépendance, et qui devient un... C'est ça qui est intéressant dans l'approche géopolitique, c'est qu'il y a il y a des forces structurelles en quelque sorte qui agissent presque malgré les acteurs. À partir d'un certain moment, l'Allemagne devient un problème. Mais effectivement, la guerre devient une solution. Donc pour des gens qui, comme je vous disais, qui sont même dans la perspective d'éliminer une partie de la population mondiale, finalement la guerre, c'est une bonne chose. Mais il faut voir l'issue du procès de Nuremberg. Qui se sauve et qui ne se sauve pas. Les gens les plus idéologiques, Hitler lui-même, sont tués. Ceux qui se sauvent, ce sont les cadres économiques, les gens comme Schacht, tous les cadres, les pros du management. Voilà. Après, certains vont dire, oui, ceux qui sont aussi dans l'idéologie eugéniste. Alors ça, c'est intéressant de voir les eugénistes vont changer de discours, justement. Et en fait, c'est l'eugénisme globaliste qui va prendre la main dessus. Et forcément, il y a des rapports. Parce que le nazisme était une idéologie, pour dire, matérialiste, avec des poussées spiritualistes dans certains secteurs. Mais il y avait quand même, c'était le matérialisme racial. Donc forcément, il y a des collusions dans la vision partagée avec ceux qui étaient dans la vision darwinienne à l'époque. Mais soyons clairs, si par exemple les nazis avaient eu la bombe atomique, il y aurait eu une négociation avec l'État national-socialiste. Le problème, il est là. Le problème, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, en quelque sorte, un peu on pourrait dire comme régulièrement les droitards dans l'histoire, peut-être comme le groupe Wagner d'ailleurs, nommé Wagner, sont un peu les fascistes ont joué ce rôle un peu naïf de gens qui ont voulu dire publiquement, très bien, c'est la force qui prime le droit. Donc en fait, l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, ils ont dit publiquement les principes que les démocrates cachent. Donc ils ont dit en fait c'est la force qui prime et on va fonctionner selon ces règles-là. Bon, très bien, donc ils ont pu passer dans un système justement cosmopolite, pour le bouc émissaire, pour le méchant loup, qui sert en fait d'archétype auquel sont reconduits tous les ennemis de la société ouverte. Il ne faut pas oublier ça. Quand Karl Popper écrit son livre « La société ouverte et ses ennemis », les ennemis, c'est les bolcheviks, les nazis, c'est tous ceux qui ne sont pas libéraux. Donc en fait, c'est le livre le plus schmittien qui soit. En fait, la société ouverte n'a que des ennemis, en fait, hein, à part les tenants du libéralisme, qui est d'ailleurs toujours très mal défini, et on ne sait pas bien donc c'est où on veut aller. Donc c'est le projet finalement, et donc c'était le répulsif. Alors en ce sens, c'est clair que ça peut être facilité, et c'est logique aussi. Vous avez le libéralisme qui fait faillite, vous avez en face le socialisme, et vous avez tous les gens qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Vous allez une troisième force qui va se créer, forcément vous allez investir dedans. Il faut essayer de garder le contrôle dessus, mais c'est pas pour autant que vous allez contrôler toute cette machine. Et c'est la même chose en Russie. Dans la Russie, les globalistes ont pensé qu'ils pouvaient tenir tout le secteur. On a souvent ce débat-là aussi sur la Russie. Oui, mais regardez, la Russie applique quand même des mesures, ils ont appliqué des mesures covidiennes. Il y a des tenants du Great Reset. J'ai expliqué souvent qu'en fait, là-dessus, c'est pareil. En fait, en Russie, c'est un pouvoir. Il y a un pouvoir central, et puis comme il y a des conservateurs, ou il y a des eurasistes, il y a aussi des libéraux, il y a aussi des transhumanistes qui sont sur un agenda de ce type-là. Il y a le premier banquier financier russe qui est sur un agenda de Great Reset façon russe, mais le rôle de l'État, c'est quoi? C'est le catéchone, c'est le frein. L'État essaye de faire son rôle de frein face à ces tendances, et de prendre en quelque sorte ce qu'il a besoin dans chaque secteur pour créer un équilibre homéostatique en quelque sorte à l'échelle de la société. Voilà. Et alors, on en a encore d'autres, je crois, là-bas au fond. Vous,
Une troisième, ouais, voilà. On va essayer de faire ça en 10 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Et je vous remercie, enfin je vous félicite d'avoir tenu les propos que vous avez tenus. J'ai juste une question qui engendrerait, je pense, 2 points à vous poser, mais ce sera très court. C'est par rapport à la fin du propos que vous avez tenu à l'instant, sur les tendances du 4Z de la Russie. Est-ce que, je vous ai entendu citer Alexandre Dugin, est-ce que finalement le problème ne serait pas le même partout? C'est-à-dire qu'il y a la poignée d'oligarques qui tiennent M. Vladimir Poutine, sans citer le nom, par un certain endroit, entre guillemets, et qu'en fait, M. Dugin tienne ouvertement des propos comme la cabale est la plus belle invention de l'humanité, etc. C'est-à-dire que ça pose tout de suite problème sur la façon dont on a présenté 2 camps avec 2 choix à faire, comme Soral il disait que c'était pas bien, c'est là qu'il y avait entre guillemets sur l'oreille vulgaire la douille, et comment dire, je suis désolé de faire son interview, vraiment, attendez, c'est les E et tout, c'est la façon de mal formuler, excusez-moi. Non, je comprends ce que vous voulez. Donc concrètement, où j'essaye d'en venir, ça serait, est-ce que le problème, ce serait pas la façon dont on présente 2 gros pôles, où, entre guillemets, géographiquement ici, de ce que je connais, de celui de l'Europe, les nationalistes nazillons, ils vont se faire massacrer consciemment en fait sur le front, et que derrière, il y a que les gens qui essaient de faire quelque chose avec l'intellect ici, et que eux-mêmes subissent les conséquences des agissements de ceux qu'on voit dans la rue ces derniers jours, et qu'en fait on soit tous pris au même endroit. Oui, Alors, juste rendons hommage à la jeunesse du monsieur qui est là dans une conférence politique. Moi, à son âge, j'étais pas comme ça. Bravo, monsieur. non, vous avez raison, les simplifications... Oui. C'était pas juste pour faire joli que je parlais de la citation d'Alexandre Dugin de la cabale, c'est surtout pour vous demander aussi, selon vous, quel rôle auront à jouer les Lubavitch, qui sont à peu près l'équivalent qu'on a ici des Rothschild, etc. Rapidement, hein. Peut-être Youssef, non ou... Oui. Alors, je sais pas, enfin, alors déjà cette citation là sur la cabale, là, ça, enfin, bon oui, il y a eu ce... on me pose souvent cette question, alors est-ce que Dugin serait gnostique? Moi, Dugin, je pense qu'il est platonicien en quelque sorte, c'est-à-dire, est-ce qu'il est gnostique? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il y a une forme de dualisme avec un mauvais Dieu qui gouverne la création? Enfin, je sais pas, et d'ailleurs, quand bien même il penserait ça, c'est pas ces aspects-là qui intéressent le pouvoir russe, en fait. Hein. Lui, il peut avoir... C'est pas la voix du Kremlin, Dugin. C'est la voix de certains courants, même au sein de ces courants. Moi, je me rappelle, j'avais un livre... les Italiens publiaient beaucoup de choses de Dugin à une époque, donc j'avais lu pas mal d'articles qui sont inédits sur ça, et il rappelait que les courriers qu'il recevait, même de Russes, qui le traitaient de franc-maçon et autres, sur ce genre de propos. Est-ce qu'il est franc-maçon ou pas? Est-ce qu'il l'a été? Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, je lisais l'autre fois, en fait, il y a aussi un aspect provocateur chez Dugin, surtout chez le Dugin jeune. Par exemple, là, je lisais une interview de lui de 98, là où il explique qu'il faut favoriser en Pologne les courants maçonniques, anticatholiques, pour affaiblir l'église catholique polonaise. Bon, mais c'était une interview faite par un Polonais, en plus, je crois bien, donc il faisait exprès de la surenchère. Et en plus, c'était un petit peu pour dire, voilà, en gros, vous êtes nos ennemis, donc on va favoriser ce qui va vous affaiblir. Et régulièrement, d'ailleurs, Dugin a des ennuis à cause de ses propos. Maintenant, il en fait moins, mais plus jeune, ses propos un peu outranciers, qu'il tenait, un peu provocateurs. C'est quelqu'un qui vient aussi... même des avant-gardes culturelles, hein, et historiquement, on voit que les avant-gardes culturelles sont toujours transgressives dans un premier temps. Les gens, des penseurs clés du conservatisme ont souvent été dans des avant-gardes culturelles problématiques, et puis comme Julius Evola, qui était dadaïste jeune, et puis ensuite il va revenir à une forme d'ordre, mais là aussi, on pourrait dire, en fait, il y a une forme je pense, de tradition platonicienne de droite, en quelque sorte, et ces gens-là sont issus de ce courant-là, comme Evola, comme voilà, Dugin, ce genre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même à Byzance, quand il y avait les tractations au concile de Florence pour essayer de revenir sur le schisme face au péril que posaient les Ottomans, eh bien, parmi les gens qui accompagnaient l'empereur byzantin pour discuter avec les catholiques, il y avait on pourrait dire une sorte de Dugin de l'époque, qui lui était plus platonicien que chrétien, qui était souvent combattu par les orthodoxes
du patriarcat de Constantinople, et qui proposait déjà à son époque une forme de multipolarité, un ordre du monde divisé un peu en régions, comme ce que je vous ai montré. Donc c'est quelque chose de récurrent, ce qui est logique, parce qu'en fait, si on va au fond un petit peu de l'ADN, de la vision de l'organisation de l'Église par l'Église orthodoxe et l'Église catholique, sont deux visions différentes. Dans l'Église catholique, c'est le pape qui est au centre, et dans l'Église orthodoxe, c'est déjà en quelque sorte multipolaire, puisqu'il y a plusieurs patriarcats, plusieurs églises qui se reconnaissent les unes les autres, et c'est cela qui définit l'orthodoxie. Et l'Église catholique, si elle admettait les autres patriarcats comme autorité, pourrait faire partie de cette orthodoxie. Donc ce sont des lignes de force quand même profondes, et on ne peut pas réduire ça, effectivement, comme vous dites, à une espèce de dualisme. Et moi, je ne suis pas dans la... Les gens ont vite tendance à ça, ils veulent le camp des gentils, le camp des méchants. Moi, je suis un réaliste politique, je choisis le camp du moindre mal. Peut-être que si j'étais à la frontière russe, si j'étais, je sais pas moi, en Moldavie ou en Pologne, je verrais les choses autrement. Mais moi, je suis en France, et je vois ce qui détruit les restes de l'Empire romain d'Occident. La menace, le Council on Foreign Relations, le Club Bilderberg, tous ces outils-là, c'est pas les Russes qui les ont fait pour mettre les seuls outils qu'ils ont eu à un moment donné, c'était le Parti communiste, ça a disparu, et puis maintenant, voilà, il y a de l'influence via le conservatisme et puis via les réseaux sociaux. Bon, c'est pas quand même pas la même chose. Donc je choisis le moindre mal en quelque sorte, depuis la position, tout l'intérêt de la géopolitique, depuis la position géopolitique et spatiale et même spirituelle qui est la nôtre. Genre, le jour où on viendra nous forcer à faire quelque chose, peut-être qu'on changera d'orientation, mais là pour l'instant l'ennemi prioritaire n'est pas là. Enfin, c'est même pas un ennemi, c'est un allié stratégique pour moi. C'est pas une patrie de substitution, c'est ça que je veux dire. C'est pas, non, ça nous sauvera. Enfin, tant que nous, on n'aura pas restauré quelque chose chez nous, même les Russes, on sera déchiquetés entre Occident et Eurasie, mais c'est pas la faute des Russes. C'est la nôtre. Non, on n'a pas le temps. Je suis désolé. Même si t'es jeune et t'es brillant. Madame, vous aviez une question, je crois? C'est par là? Non, Lucie. C'est un commentaire. Merci. Surtout, oui, pour Youssef, vous avez introduit votre intervention en mentionnant l'esprit qui avait façonné les politiques un peu anglaises, hollandaises. Et moi, par rapport aux travaux que vous connaissez, à mon avis, très bien, ceux d'Imran Hussein, dans quelle mesure a-t-il raison, dans quelle mesure il a tort, quand il parle un peu d'un certain esprit qui régnerait et puis qui se serait déplacé la Grande-Bretagne, aux États-Unis et éventuellement maintenant en Palestine ou en Palestine occupée. Vous faites référence à son livre paru en 2002 qui s'appelle Jérusalem in the Quran, donc Jérusalem dans le Coran. J'ai déjà eu plusieurs échanges publics et privés avec le cheikh Imran Hussein, et je lui avais exposé mes travaux dont on lui avait parlé, notamment dans mon premier livre, Occident Islam tome 1 sur sa genèse messianique du sionisme, et je lui disais, mes travaux de recherche historique viennent confirmer votre thèse. Alors sa thèse, rapidement, il se fonde sur un hadith, c'est-à-dire une parole, une tradition islamique et pas forcément une parole du prophète, parce que là en l'occurrence c'est pas la parole du prophète, c'est la parole d'un compagnon du prophète chrétien converti à l'islam qui s'appelle Tamim ad-Dahri, et qui raconte une expérience qu'il a eue soit dans le monde réel, soit en songe. Et en fait, il raconte qu'il a fait un voyage avec ses amis, et que, par bateau, il prend la mer, très important, la mer, il prend la mer, une tempête les fait échouer sur une île, et c'est une île qui est peuplée de bêtes qui sont des espions. Donc, une île peuplée d'espions. Donc il rencontre une bête et il ne pouvait pas distinguer ni la tête ni la queue, et cette bête-là lui dit qu'elle est une jassasa, c'est-à-dire un espion. Puis ils continuent leur chemin sur l'île, et là ils tombent sur un monastère en ruine. Et ils rentrent dans ce monastère, et ils voient un homme très bien bâti, borgne de l'œil droit, et enchaîné, les pieds et les mains enchaînés. Et
donc cet homme-là, borne de le droit, leur dit est-ce que le prophète des illettrés, enfin le prophète illettré, est-il arrivé chez vous les Arabes? Ils lui disent oui. Et puis il leur demande est-ce que les dattiers de Baïsan, dans la région de Palestine, portent toujours leurs fruits? Et là ils disent oui. Et il dit quand je serai relâché, les dates, oui, et si le lac de Tibériade est toujours plein? Ils disent oui. Et donc il leur dit quand je serai relâché, les dattes de Baïsan ne porteront plus leurs fruits et le lac de Tibériade sera vide. Allez vérifier le niveau du lac de Tibériade actuellement. Et donc il lui demande qui il est et il répond donc il leur dit je suis le Dajjal, je suis l'antéchrist. Ce qui est donc en fait, ce que je dis au Cheikh Moulay Hassan, c'est que je dis, effectivement, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, c'est dans mon premier livre, au XVIIe siècle, la communauté juive de Hollande s'installe en Angleterre dans la période où l'Angleterre devient un hégémone mondial qui va être porteur de tout ce que j'ai expliqué. Et donc, lui, ce que dit le Cheikh Moulay Hassan, c'est que lui, l'antéchrist, va utiliser comme siège, dans un premier temps, l'Angleterre, parce que l'antéchrist dit « je vivrai un jour comme une année, un jour comme un mois, puis un jour comme vous les êtres humains ». Donc le cheikh dit « un jour comme une année, c'est le temps de l'Empire britannique, un jour comme un mois, c'est la durée de l'Empire américain, et un jour comme vous, c'est quand il va apparaître en Israël et qui va prendre la tête d'Israël. » Et je reviendrai sur un prochain ouvrage sur l'interprétation eschatologique du rapport à la mer de l'antéchrist et surtout dans la tradition islamique le rapport entre la mer et Satan. Et on arrivera à la conclusion de cette interprétation. Merci beaucoup. C'est la première vidéo de votre chaîne YouTube, si le public veut. C'est surtout dans mon premier livre. Alors, j'aimerais qu'on garde un quart d'heure, 20 minutes pour la séance de dédicace. On doit quitter la salle assez rapidement. Je suis désolé, Marc. Là, on est vraiment... En plus, j'ai quelque chose à dire. C'est la dernière conférence de la saison. Nous allons reprendre en septembre. Mais sachez que l'association est quand même... Notre association est en péril, le mot est un peu fort, mais en difficulté. Voilà. On tenait à vous le dire, et à vous remercier en tout cas pour tous ceux qui se sont acquittés du tarif soutien et même donateur. Merci du fond du cœur. L'association est en péril parce que cette salle va être vendue par notre propriétaire. Et c'est vraiment notre lieu de travail finalement, puisqu'on se réunit ici pour préparer ces conférences. Et on profite de cette scène pour donner la parole à des conférenciers qui, par ailleurs, ne l'ont pas. Alors, l'association est en péril, vous l'avez vu, hein, les petits micros qui ne marchent pas, les fils qui sont, qui sont un petit peu tordus, etc. Parce que c'est du matériel qui a 10 ans, la caméra également. Et c'est des choses qui vieillissent et que, pour le moment, on n'a pas les finances pour pouvoir renouveler ce matériel. Donc, on compte sur vous. Comment vous pouvez nous aider ? Il y a plusieurs façons. Donc, soit vous avez 400 000 €, et vous rachetez le local, et on vous le loue, avec plaisir. Soit, non, plus sérieusement, effectivement, en venant nombreux à nos conférences, en allant sur notre site YouTube, et en likant, évidemment, et en vous abonnant à notre page. Nous, on a plusieurs façons de se financer. La principale, c'est effectivement la billetterie. Mais on a également la vente des livres. Et là-dessus, on compte vraiment sur vous. On a un stock de livres encore à vous proposer. Et vous nous aiderez volontiers. Et oui, le bar aussi. Oui, d'accord. Il est un peu cher le coca quand même. Et effectivement, voilà, je voulais insister auprès de vous pour vous dire que l'année prochaine, voilà, on a déjà un début de programme. On va revenir au thème de la santé qu'on a depuis le Covid, pas pu tellement explorer. On va revenir aussi au climat,
à cette fausse théorie du réchauffement anthropique. Bref, on va essayer d'aller sur d'autres sujets. Et voilà, merci pour votre aide. Vous pouvez nous faire des dons également. Et si jamais l'un d'entre vous ou quelqu'un de votre connaissance a connaissance d'une salle qui pourrait éventuellement nous convenir, ben, venez à nous, envoyez-nous des mails. Voilà, on a été ravis de vous recevoir avec un maximum de confort. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour votre énergie. Et on vous dit à la saison prochaine et merci pour vos applaudissements.